Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 20h30 si vous nous suivez à la télévision via vos box, émission que vous retrouvez évidemment chaque jour également en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, nous allons faire le point sur les deux grands trades gagnants de ce début d'année 2025, deux grands trades gagnants qui sont à l'envers des trades gagnants de 2024, à savoir la surperformance des actions européennes avec des indices actions en Europe qui engrangent désormais des hausses de l'ordre de 10% depuis le 1er janvier. C'est sans doute le moment de se poser quelques questions sur la pérennité de ce mouvement et de la surperformance des actions européennes par rapport notamment aux actions américaines. Le Nasdaq est négatif depuis le 1er janvier quand le Dow Jones et le S&P 500 sont encore légèrement positifs. Et puis l'autre grand trade qui fonctionne depuis quelques semaines, c'est la duration obligataire américaine. Être long des treasuries américains est une bonne chose ces derniers temps puisqu'on a vu des taux longs s'affaiblir. Ça reste mesuré, le mouvement reste mesuré, mais on est passé de 4,80 à 4,30 aujourd'hui pour le 10 ans américain qui n'a jamais été aussi bas depuis quelques mois maintenant. Qu'est-ce que nos invités pensent de ces deux mouvements qui se dessinent en ce début d'année 2025? C'est la question qu'on leur posera dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous ferons un petit pas de côté par rapport au marché coté, justement pour s'intéresser aux actifs privés à travers notamment la stratégie du fonds Ciparex. Le président de Ciparex, également président de France Invest, sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Bertrand Rambaud sera notre invité ce soir dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. À la une ce soir, le retour des craintes concernant la guerre commerciale que veut mener Donald Trump. Oui, sur le Canada et le Mexique, pour qui les droits de douane avaient été repoussés d'un mois, Donald Trump a indiqué hier soir que les tarifs douaniers avancent à temps, comme prévu, et qu'ils seront donc appliqués la semaine prochaine. Emmanuel Macron, en visite hier à Washington, a plaidé la cause de l'UE et d'une concurrence juste et équitable entre les industries. Il espère avoir convaincu Donald Trump. Bon, ces nouvelles politiques commerciales, les effets potentiellement inflationnistes, d'autres effets récessifs commencent à inquiéter visiblement les investisseurs. Oui, c'est ce que nous dit l'indicateur de la confiance des consommateurs du Conference Board du mois de février. Il ressort à 98,3 après 104,1 en janvier. Un repli plus mesuré était attendu à 102,7. On avait vu un mouvement également sur l'indicateur mesuré par l'Université du Michigan qui allait dans le sens d'une détérioration de la confiance du consommateur américain. La Chine reste également dans le viseur de Donald Trump, bien sûr. Oui, ce sont les semi-conducteurs qui en pâtissent à nouveau. Selon Bloomberg, Donald Trump souhaite resserrer la vis sur les puces à destination de la Chine et envisagerait des sanctions contre les entreprises chinoises. Concernant Nvidia, des responsables envisagent de restreindre le type de puces que Nvidia peut exporter sans licence. À la veille de sa publication, Nvidia cède 2% et dans son sillage, ST Microelectronics cède également 2%. L'Asie était dans le rouge également ce matin. Oui, au lendemain d'un jour férié au Japon, le Nikkei cède plus de 1% à la clôture, tout comme le Hang Seng à Hong Kong. En Europe, les indices évoluent en hausse modérée aujourd'hui. Le CAC 40 tourne autour de 8100 points, encore et toujours soutenu par les banques. Enfin, aux États-Unis, les indices ouvrent en ordre dispersé. Le Nasdaq cède du terrain, tandis que le Dow Jones s'inscrit en légère hausse. Et puis le marché obligataire, que peut-on en dire aujourd'hui, Pauline? Le rendement américain à 10 ans se détend d'une dizaine de points de base aujourd'hui, retombant à 4,3%. En Europe, les rendements allemands et français sont stables à 2,5% pour le 10 ans allemand et à 3,2% pour le 10 ans français. Sur le marché d'échange, le dollar suit la trajectoire des taux et baisse face à un ensemble de devises. L'euro-dollar se maintient au-delà de 1,05. Du côté des entreprises, nouvelle vague de publications pour des groupes français notamment, et Bureau Veritas aujourd'hui est lanterne rouge du CAC 40 avec une baisse de l'ordre de 5%. Oui, l'entreprise entrée au CAC 40 en décembre dernier est directement sanctionnée après sa publication. Bureau Veritas fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre de 9,6% en données organiques, mais la progression est moins importante que le trimestre précédent. Pour l'ensemble de l'année, l'entreprise fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 10% en données organiques. Aux États-Unis, les résultats de Home Depot étaient également attendus. Oui, l'entreprise fait état d'un bénéfice net de
3 milliards de dollars pour le 4e trimestre fiscal. Les prévisions pour cette année sont très prudentes, avec une croissance des revenus attendue à moins de 3%. C'est inférieur aux estimations. Le titre ouvre en hausse de 2,5% à Wall Street. Quel sera le programme de demain pour les investisseurs sur les marchés, Pauline ? Demain, les investisseurs prendront connaissance des résultats de Nvidia demain soir après la clôture de Wall Street, mais également de Salesforce aux États-Unis. En France, Stellantis, Danone, Eiffage ou encore Worldline sont attendus. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thomas Vett est avec nous, responsable de la gestion obligataire de Spirit Asset Management. Bonsoir Thomas. Bonsoir Grégoire. Damien Charlet, à nos côtés, le directeur de la gestion sous mandat de Mandarine Gestion. Bonsoir Damien. Bonsoir Grégoire. Et Pierre-Alexis Dumont, directeur des investissements de Sycomore Asset Management, nous accompagne également. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir Grégoire. Commençons par effectivement ces deux trades qui marquent le début d'année, ces deux tendances de marché qui marquent le début d'année 2025. Je le disais, à l'envers de ce qu'on a pu observer en 2024, à commencer peut-être par la détente des taux longs américains. Ça tombe bien, ça fait partie des objectifs de Donald Trump, Thomas. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce mouvement qui a ramené le 10 ans américain de 4,80 à 4,30 aujourd'hui ? Effectivement, aujourd'hui, c'est en plus une journée assez forte, moins 10 points comme le précisait Pauline. Bon, c'est dû aux data un peu sur le sentiment qu'on a eu aujourd'hui. Mais globalement, c'est assez séquentiel. 2024, c'était une année où les taux sont montés sur les 3-4 premiers mois, puis ont rebaissé fortement, puis sont remontés très fortement après l'élection de Trump. Mais globalement, depuis décembre, les taux d'intérêt à 10 ans US sont passés de 4,10 à 4,80. On est redescendu à 4,30 entre mi-janvier et maintenant. Donc, ça fait c'est une oscillation. C'est une oscillation, voilà. Après, quand on regarde un petit peu plus en détail de comment vont évoluer ces taux, donc la grosse remontée de décembre de 4,10 à 4,80, c'était quasiment uniquement de la prime de terme liée à Trump. Prime incertitude liée aux tarifs, liée à sa crédibilité par rapport au déficit, au budget, au 3,33 de Bessent, voilà. La baisse qu'on vient de connaître de 4,80 à 4,30, elle est un petit peu différente puisque dans un premier temps, ça a été un repricing de cette prime de terme en disant finalement les tarifs pour le moment sont un peu moins forts que prévu. Le déficit, Musk a commencé à flotter un petit peu avec le Doge, donc bon, il y a des espoirs là-dessus. Donc là, c'est la prime de terme qui diminue. Et le deuxième trade qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est les taux courts baissent aussi parce que niveau économique, niveau macro, ça décélère un petit peu, ou du moins le sentiment décélère ou se diminue, et donc il y a un repricing aussi des taux courts. Aujourd'hui il y a moins 10 points de base sur le taux à 10 ans, mais le taux à 2 ans bouge à peu près dans le même sens. Et qu'est-ce que ça amène comme réflexion sur la partie macro américaine ? C'est vrai qu'on a entamé, alors on finit 2024 en fanfare, on a entamé 2025 avec beaucoup de confiance sur la capacité de l'économie américaine à maintenir un régime de croissance soutenu. Est-ce qu'il faut réviser un peu son jugement ? Est-ce qu'on a peut-être devant nous les prémices d'un ralentissement conjoncturel, cyclique de l'économie américaine qui pourrait être déjà plus appuyé que prévu et qui arriverait peut-être plus vite que prévu aussi dans la séquence, Thomas ? Il est encore tôt pour affirmer qu'un ralentissement à court terme est prévu. Pour le moment, ce qui décélère, c'est surtout, comme on l'a dit, les chiffres de sentiment. Sur l'emploi, les enquêtes. Sur l'emploi, il y a aussi les jobs qui sont sortis un petit peu en dessous et quelques indicateurs comme ça, mais le taux de chômage reste à 4%. La croissance, elle est attendue toujours à 2,3 sur la fin d'année. Donc, ça décélère, mais très doucement pour le moment. C'est plus de la crainte liée à la politique de Trump qu'un réel impact sur l'économie pour le moment. Est-ce que ça va arriver ? J'en sais rien, potentiellement. Mais ce qui est sûr, c'est que le grand trade-off qu'il y aura, ça sera entre cette décélération, qu'elle vienne de la croissance ou de l'emploi, versus l'inflation. Parce que l'inflation, il y a quand même très peu de chances à court terme qu'elle diminue. Et donc, que ce soit au niveau de la Banque Centrale Européenne ou là, de la Fed aux États-Unis, ça va être assez compliqué, assez ténu. La ligne va être assez fine entre une inflation qui aura très peu de chances de retourner sur des niveaux normaux à court terme
et la croissance qui peut être impactée à court terme par la politique de Trump. Donc est-ce que la Fed va faire le trade-off? Qu'est-ce que va regarder la Fed? Voilà, elle a fait déjà plusieurs moves en quelques mois. À l'été, quand les taux ont rebaissé fort, c'est parce que la Fed a dit je regarde le marché de l'emploi qui se détériore, puis finalement le marché de l'emploi est revenu à 4%, enfin le taux de chômage est revenu à 4%. On n'est plus inquiet sur l'emploi. Par contre, l'inflation, attention, boum, les taux remontent. Donc voilà, la Fed va jongler entre les deux, mais ce qui est sûr, c'est que le Fed put est toujours là. La Fed interviendra si il faut qu'elle intervienne. Et elle a de la marge de manœuvre à 4,5 sur les taux, sur la borne haute des taux. Elle n'a pas épuisé toutes ses cartouches. Elle a encore de la marge jusqu'au taux neutre. Pierre-Alexis, oui, je sais pas, on peut passer par une petite séquence au moins dans le narratif stagflationniste là aux États-Unis, croissance qui se mettrait à décevoir. Les indices de surprise économique sont négatifs aux États-Unis, ce qu'on n'a pas vu depuis une paire d'années maintenant quasiment. Oui, mais je pense que là, on corrige d'un mouvement très fort, notamment sur la confiance avec l'élection de Trump. Donc les esprits animaux qui s'étaient libérés. Ce qui est sûr, et je suis tout à fait en ligne avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on reste quand même sur une tendance relativement positive sur l'économie américaine, et il faudra un certain nombre de chiffres pour confirmer qu'on a un ralentissement. Après, la stagflation, c'est vraiment l'épée de Damoclès au-dessus des marchés. C'est-à-dire que si on rentre dans une politique stagflationniste, là, évidemment, c'est un vrai coup d'arrêt sur les marchés financiers. C'est clair que c'est pas bon pour les actifs risqués. Ah ben non, stagflation, pas de croissance de l'inflation, c'est évident. Et en plus, c'est pas évident de trouver des actifs refuges dans ce contexte-là. Vous avez un peu l'or et autres, mais bon. L'inflation, c'est faire. La déflation, on a appris. La stagflation, c'est compliqué. Donc les taux ont du mal à baisser et l'inflation avec le manque de croissance a un impact sur les actifs risqués classiques. Donc ça, c'est clair que c'est un risque à surveiller. Et c'est vrai que ça, je pense que 2025, c'est un peu une année où on risque d'être surpris. C'est vrai qu'on a en face de nous une politique qui est disruptive, qui est anticipée et qui est vraie normalement et relativement positive pour l'économie, mais tout va dépendre du séquençage des éléments, puisque vous avez des éléments qui sont positifs et des éléments qui sont négatifs en théorie économique. Les éléments positifs, c'est la déréglementation, les impôts, voilà, ça on les a bien identifiés, mais pour l'instant ils sont entre guillemets moins mis en avant et prendront peut-être un peu plus de temps aussi à se voir. Et la séquence négative aujourd'hui qu'on voit, c'est la partie tarifaire. Ici, Monsieur Trump le président Trump met en œuvre tous ces tarifs. Il faut savoir qu'on aura des niveaux de tarifs qui seront comparables aux années 30. Oui. Et donc les années 30, si on se sert de l'histoire en tant que guide, ça n'a pas donné grand-chose. Oui, les crises inflationnistes, généralement, n'apportent pas grand-chose de très bon. Donc c'est un vrai... Et c'est vrai que... Et le marché est complaisant sur cette histoire de tarifs, parce que comme le rappelait Thomas, à l'élection de Trump, on a vu le retour de Tarifman, les primes de terme, d'incertitude ont augmenté, le marché s'est un peu préparé à ce choc tarifaire. Et puis Trump s'installant à partir du 20 janvier, c'est vrai que le marché, semble-t-il, a délaissé un petit peu ce sujet. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, les seuls tarifs qui ont été appliqués, c'est 10% sur la Chine. Sur le reste, aucune des menaces brandies par Trump n'a été exécutée. Je pense sincèrement qu'il est dans des anticipations rationnelles, c'est-à-dire qu'avec l'équipe qu'il a autour de lui, on voit mal comment cette équipe mettrait à mal l'économie américaine. J'entends. Vous avez ça, c'est la pierre angulaire du raisonnement du marché aujourd'hui. Et donc, il faut dealer. Et donc, les deals, c'est des deals qui, a priori, avec l'équipe économique qu'il a en face de lui, qui seront plutôt créateurs de valeur. Donc, c'est en ça. Okay. Par contre, voilà, après, c'est un problème d'exécution. Et souvent, la politique, vous avez les discours et après les actes. Et c'est les actes qui font les prix à moyen terme. Donc, s'ils se trompent, et voilà, vous avez en effet un risque de décision. Une erreur de décision, là, ça peut... Une erreur de décision, voilà. Alors après, je pense qu'ils corrigeront, mais ce qui veut dire derrière ça, c'est que on a été surpris depuis le début de l'année. On est en vrai pen trade. Trop de consensus ont tué le consensus. C'est classique en finance. Et là, on le voit. Et on peut continuer à être assez surpris cette année. Ça, c'est évident. Donc les deux trades qu'on va décrypter, parce qu'on n'a pas parlé encore des actions européennes, mais vous
dites, ces pain trades, ces trades qui se font dans la douleur parce que tout le monde est positionné, enfin beaucoup sont positionnés dans le sens inverse, ça peut amener la dynamique encore un peu plus loin. Vous avez, on a mis en avant l'exceptionnalisme américain qui existe toujours, mais c'est vrai qu'il est entre guillemets un peu mis entre parenthèses. C'est-à-dire qu'on a l'effet de balancier classique d'un positionnement trop extrême des investisseurs qui fait qu'on pouvait s'attendre à du mieux sur l'Europe, mais qui continue avec derrière ça, je pense, des éléments plus objectifs, qui sont déjà les publications où on découvre encore une fois que les entreprises américaines ne sont pas les pays européens, donc ils bénéficient de leur diversification à l'international, et donc on a des vraies publications qui en relatif par rapport aux entreprises américaines sont plutôt convaincants. Donc ça c'est le premier point. Vous avez les actions de Trump qui sont assez positives, c'est-à-dire qui serrent l'aiguillon à l'Europe sur un certain nombre de problématiques structurelles identifiées. Et on sait bien que l'Europe, avec son mode de gouvernance, ne peut bouger que sous la pression. L'extrême pression. C'est bien dit. C'est très bien dit. Voilà. Non, mais c'est vrai. Sinon, on allait vers une lente stagnation qu'on connaît depuis un certain temps. Voilà, ça c'est le deuxième point. Et le troisième point aussi, c'est la capacité de réaction et là, la Chine, je pense que l'affaire DeepSeek, si vous regardez bien le 28 janvier, ça a tout changé. Voilà. Et là, on découvre quoi ? On découvre que les Chinois savent très bien faire pour beaucoup moins cher. Et ça, ils l'ont prouvé 10 fois, ils vont vous le prouver une 11e fois. Voilà. Il y a un investisseur qui disait au moment de DeepSeek, les États-Unis sont les plus forts quand il s'agit de passer de 0 à 1 en termes d'innovation. Mais derrière, quand il faut passer de 1 à 100, il n'y a pas mieux que la Chine. Exactement. Donc, sur les effets d'échelle, la capacité à faire très bien, moins cher, ils savent très bien faire. Damien, sur ces deux trades, là, obligations US, actions européennes, est-ce que ça fait une bonne stratégie pour 2025 là ? Oui, ça fait une bonne stratégie. Alors après, je voulais juste revenir sur un point, c'est que la stagflation, nous, ça nous paraît un scénario assez difficile à assumer parce que, on le voit bien de toute façon d'une manière générale, quand la croissance ralentit, c'est difficile d'avoir de l'inflation. Après, si on parle en plus des droits de douane et qu'on est assez objectif et qu'on regarde ce que fait Donald Trump et qu'on considère qu'il ne peut pas se permettre qu'il y ait d'inflation, ça paraît difficile qu'il fasse n'importe quoi sur les droits de douane. Alors, on rappellera qu'il y a quelques semaines, il a quand même dit, et j'ai trouvé ça relativement rassurant, c'est qu'il a dit, si je mets des droits de douane, ça sera douloureux pour l'économie américaine. Oui, donc, il y aura peut-être un peu de douleur. Voilà, et donc, à court terme, c'était quand même la première fois qu'il avouait que les droits de douane, ça avait des avantages, mais que ça avait aussi des inconvénients. Sachant que les droits de douane, on sait très bien qu'in fine, qu'est-ce qu'ils payent. Mais ça vaudra le coup. Il dit, ça vaudra le coup. Ça vaudra peut-être le coup. Le problème, c'est que droit de douane signifie potentiellement inflation. Alors après, calculer combien ça génère d'inflation, c'est difficile à dire, mais potentiellement inflation. On sait que Biden a facilement mesuré les pertes d'emploi que ça avait pu générer lors de la première guerre commerciale 2018-2019. Ça, sur les pertes d'emploi, on a des études qui l'ont montré quand même. Oui, mais ça n'avait pas généré tant d'inflation. Non, c'est ça, justement. Sur l'inflation, c'est à débattre. Mais il voudra sans doute éviter l'inflation, parce que c'est sa base électorale. Donc il va rester quand même assez constructif. Donc dans ce contexte-là, stagflation, pourquoi ? Sachant que les États-Unis continuent d'avoir des gains de productivité qui sont très importants. Donc nous, je pencherais plutôt naturellement pour une poursuite de la baisse de l'inflation, surtout si le marché immobilier continue de montrer quelques signes de ralentissement. Et qu'on sait que l'immobilier représente une grosse part encore aujourd'hui dans l'inflation et qu'avec un immobilier qui fournit aujourd'hui qui a 4 à 5% d'inflation, c'est une grosse part des déséquilibres aujourd'hui. Donc si l'immobilier rentre un peu dans le rang, l'inflation elle va baisser. Et ça veut dire que les taux longs américains peuvent continuer de baisser ? Encore une fois, c'est l'objectif de Trump. Alors il nous parle moins du Dow Jones là. Il nous parle plus des taux longs dans son second mandat. En tout cas, c'est l'objectif affiché par Scott Bessent et Donald Trump. D'une manière générale, je pense que les taux d'intérêt, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, peuvent continuer à baisser. Et après. Oui, il veut que les taux d'intérêt baissent, mais enfin, il veut que l'économie monte, il veut que le dollar baisse, enfin, il veut tout en même temps et tout et son contraire. Donc, il ne pourra pas tout avoir, mais ça paraît relativement naturel ça nous paraît relativement naturel que l'inflation, la tendance soit plutôt baissière que haussière, sauf mauvaise surprise. Et sur les actions européennes, alors ? L'autre grand mouvement, l'autre mouvement qu'on observe là depuis... Et les actions européennes,
depuis quelques mois. On est très content que ça rattrape, et ça nous paraît pas injustifié, parce que, comme le disait Pierre-Alexis, il y avait quand même un consensus et une exagération extrême à la fin de l'année dernière, avec un suroptimisme sur les États-Unis qui était gigantesque, et des investisseurs, qu'ils soient américains ou européens, qui avaient déserté le marché européen, et du coup des écarts de valo. Alors les valos, à chaque fois on en parle, c'est un sujet plus ou moins polémique, mais j'allais dire, en étant sur les marchés depuis pas mal d'années, il y a toujours un moment où historiquement, il y a quand même un rééquilibrage qui s'opère. Alors ça peut prendre plus ou moins de temps. Là, depuis quelques années, ça prend pas mal de temps, c'est vrai, parce que tout s'est concentré sur quelques valeurs. Mais il y a quand même souvent un retour de balancier, et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de le faire, ce retour de balancier, avec des Mais valeurs... quand vous regardez l'écart de valorisation entre l'Europe et les États-Unis, c'est quoi? Les États-Unis vous paraissent trop chers, ou l'Europe vous paraît pas assez chère? Alors, le rebond de ces 2 derniers mois sur l'Europe, il s'est fait par du multiple. Il ne s'est pas fait par de la croissance de bénéfices. Donc les multiples européens sont repassés à des niveaux qui sont supérieurs à la moyenne historique. Est-ce que c'est cher par rapport à l'historique? Oui, on peut dire que c'est cher. Enfin, c'est pas cher, quoi, Mais non, c'est pas cher. C'est pas cher. Mais par rapport aux États-Unis, la décote reste largement supérieure à ce que ça a été historiquement. Donc, d'une manière ou d'une autre, à notre avis, le rétrécissement de la prime peut s'opérer. Ouais. Alors, est-ce que ça se fera par une baisse des marchés américains ou une hausse des marchés européens? C'est difficile à dire. Mais vu l'absence de flux ces dernières années, et le début d'inflexion de ce mouvement avec des flux qui commencent à arriver en Europe, là aussi, on l'a mentionné, il peut y avoir de l'exagération. Et donc, à notre avis, le marché européen peut continuer à monter, sachant que l'indice de surprise devient négatif sur les États-Unis, mais l'indice de surprise, il devient positif sur la zone euro. Et puis, c'est quand les prix ont monté de 10% qu'on commence à voir effectivement des discours qui changent. Rien de tel que les prix pour faire varier les sentiments et les discours. C'est toujours pareil. Là, il et après, on 15 pourra... ans que je suis. Hein. Ouais. Et après, on pourra peut-être dans un deuxième temps évoquer les secteurs qui montent. Bien sûr. Là, c'est quand même assez intéressant, et ça peut être un peu perturbant, parce que ça va dans tous les sens. Enfin, ça va dans tous les sens. Il y a les secteurs en retard, et puis il y a des secteurs... Alors, les banques... Ça fait quelques années. Mais... Plus 20 encore, là. Ouais, mais c'est la première fois depuis 2 ou 3 ans que le PE commence à monter sur les banques. Parce que jusqu'à présent... Il y a un re-rating du secteur bancaire. Là, il y a eu un re-rating de 1 point. Ouais. Mais c'est rien du tout. Hein. Non. C'est-à-dire que les 2-3 dernières années, ça a monté avec de la croissance de bénéfices. Donc, ce n'était pas problématique. Ouais. Mais à côté des banques, on trouve quoi? Télécom. Télécom. Sur Télécom, ça n'arrive jamais, je veux dire. La chimie prend 10% depuis le début de l'année. L'automobile. Qui est un des principaux secteurs aussi, enfin une principale hausse depuis le début de l'année. Et donc ça met le doute? Non, ça met pas le doute, mais c'est juste amusant, je ne sais pas si c'est le terme, mais en observant un peu ce qui monte, alors on trouve des secteurs qui sont pas chers, hein, qui sont pas forcément ceux qui ont la plus forte croissance, et des secteurs qui sont très en retard. Ouais. Ouais. Non, mais et puis certains qui sont défensifs, les télécoms, on peut pas dire qu'on attend une accélération de croissance, mais on commence à... Il y a un peu de revalorisation, et puis pour le cas Orange, par exemple... il peut se passer des choses sur le marché français, donc il y a des cas particuliers, mais globalement il y a... on repart dans le truc de la consolidation. On voit pas beaucoup, mais on repart un peu parce qu'on voit que... Patrick Drahi vient de dealer avec ses créanciers. Là. SFR redevient une entreprise normale, nous dit-il. Exactement. Prête à être vendue, quoi. Parlez-en aux banquiers, c'est ça. Prête à être vendue. Non, mais vous avez la même chose sur l'Italie aussi, où il passe de passer de 4 à 3 aussi. Oui. Non, mais autour de Télécom italien, c'est compliqué, mais oui. Voilà, donc c'est clair. Donc après, on n'a même pas parlé, mais il y a l'Ukraine. Alors l'Ukraine, c'est bien joué. On va en parler. Il y a quand même des catalyseurs sur la zone euro aussi. On va en parler. Justement, je voulais bien qu'on fasse un point. Alors, avant de parler de l'Ukraine, quand même, les élections allemandes, c'est encore le sujet chaud de ce début de semaine. Thomas, depuis le point de vue obligataire, qu'est-ce que ça peut impliquer pour vous ? Est-ce qu'il y a eu des réactions particulières sur l'obligataire allemand qui nous donnent, je ne sais pas, un signal, un sens de quelque chose par rapport aux résultats de ces élections fédérales ? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Ouais. Le 10 ans allemand n'a pas bougé depuis 2 jours. Hein. Ouais. Flat aujourd'hui, hier, quasi pareil. Si on prend le spread à l'inverse, du coup, parce qu'on regarde toujours le spread des pays périphériques et de la France versus l'Allemagne, si on regarde un peu l'inverse, ça s'est un petit peu rétréci du coup, parce qu'il y a un petit peu plus d'attrait sur je ne sais même pas si on peut appeler encore la périphérie, l'Espagne, comme ça. Voilà, mais sur les pays du Sud, plus la France.
Après, ce que ça va changer, c'est au niveau du frein à l'endettement. On verra ce que ça donne. Mais le marché n'a pas pris le pari qu'un déluge de Bund allait inonder le marché, quoi. Non, là où on voit, c'est un peu technique, mais le seul élément qui price un peu ça, c'est le swap spread. Je sais pas, c'est quelque chose que vous regardez souvent. C'est la négatif, différence. oui. Voilà, négatif à -7, plus bas depuis toujours, hein, record niveau de bas. Voilà, ça indique qu'il y a une petite défiance vis-à-vis d'un éventuel réémission des émissions un peu plus fortes sur l'Allemagne. Mais à part ça, pour le moment, sur les spreads, c'est assez contenu. Même sur les taux, c'est assez contenu. Donc pour le moment, le marché est assez calme à ce niveau-là. On verra. Après, il y aura de toute façon toute cette question de financement. Là, on peut aller un peu plus loin en parlant du financement de la défense. Hein, bien sûr. Voilà, où l'Union européenne doit monter à 3% de ses budgets là-dessus. On est plus autour de 2 aujourd'hui. Donc ça fait quand même des sacrées sommes à emprunter sur les marchés. Pour des pays comme l'Espagne, l'Allemagne, etc. Ça va être des émissions. Enfin, si ça se traduit par des émissions, ça peut être des émissions supplémentaires importantes. Hein. Bon, pour le moment, à court terme, les flux, par contre, sur toutes les nouvelles émissions, que ce soit Govies, gouvernementales ou crédit, c'est très souscrit. Il y a un flux qui est assez fort. Sur la dette française, on l'a vu, là, c'était sursouscrit une vingtaine de fois. C'était assez massif. On verra si ça continue et on verra ce que va faire l'Union européenne sur un potentiel financement européen, comme elle l'avait fait pendant la pandémie. À voir. Moi, l'Allemagne était assez réticent à ça aussi. Hein. Mais bon, sur certains secteurs comme la défense, pourquoi pas passer par un emprunt Union européenne, avec toutes les questions aussi que ça pose et tous les débats que ça a soulevés au sein de l'Union européenne et des marchés aussi. Hein. Ce qu'il faut savoir une chose, c'est que ces bonds émis par l'Union européenne ne rentrent pas dans les indices gouvernementaux. D'accord. Donc, il y a 2 aspects à ça. Il y a l'aspect benchmark, donc pour toutes les gestions qui sont benchmarkées, pour tous les ETF, ils n'en achètent pas forcément puisque ça ne rentre pas dans les benchmarks. Et les investisseurs aussi. Donc il y a cet aspect un peu flux qui est un peu négatif tant que les providers d'indices, les MSCI ne modifient pas la composition. Ils les considèrent comme des supranationaux et pas comme des nationaux. Donc ils les mettent dans un autre indice. Donc ça rentre pas dans les gros indices globaux et donc niveau flux ça peut être aussi un peu compliqué à certains moments c'est très intéressant ce point, effectivement. Et on verra comment si les eurobonds arrivent vraiment un jour sur le marché, effectivement, comment est-ce qu'ils sont il faudra sûrement changer. Faudra mettre une petite pression sur les providers. Ce sera pas le sujet le plus compliqué peut-être pour les eurobonds. L'idée d'un cessez-le-feu, là aussi, alors dans le sillage des élections allemandes, il y a les questions de défense, de financement de la défense, et puis évidemment vient s'ajouter à ça la perspective peut-être d'une trêve ou d'un cessez-le-feu prochain entre la Russie et l'Ukraine. Qu'est-ce que ça implique pour l'Europe, pour les marchés globaux et l'Europe notamment Non, mais là, c'est la prime de risque sur l'Europe. Ouais. Vous avez c'est déjà dans les 10% de hausse, là Oui, en partie. C'est ça qui a permis de prolonger le mouvement, à mon avis. Voilà. C'est clair qu'il y a une prime de risque. Une prime de risque géopolitique. Pendant 6 à 9 mois, l'Europe, et même depuis un peu plus longtemps, a été considérée comme quasiment ininvestissable par beaucoup d'investisseurs internationaux à cause de cette prime de risque géopolitique. Vous aviez une incertitude politique sur les deux grandes économies de la zone euro, plus l'incertitude autour du conflit ukrainien et en plus la bande de Gaza. Donc là, on a quand même... Là-dessus, on part d'un point très très bas, hein, donc c'est un peu un rebond de fond de piscine, hein, ça c'est évident, mais voilà, les marchés le prennent en compte et donc ça permet évidemment d'augmenter un peu la visibilité. On a maintenant un peu plus de visibilité sur la politique allemande. Alors après, ça peut faire réagir parce qu'on est vraiment dans le scénario médian. Non, c'est vraiment médian, c'est-à-dire on a une coalition qui peut se faire à 2 partis. Voilà, mais on n'aura pas de capacité d'avoir les 2 tiers. Donc, on va rester dans une orthodoxie budgétaire. Si vous regardez c'est pas pour tout de suite, hein, la réforme du frein d'indemnisation. Il le dit, Merz. Attendez pas quelque chose de rapide. Hein. Et de toute façon, il faut voir que faut pas s'attendre non plus au grand soir. Il y a que la France qui croit ça en Allemagne, hein, sur les politiques budgétaires. Je pense. Ce qui est attendu, c'est que la défense sorte
des règles, de déficit. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Et sans doute aussi des eurobonds pour financer justement ces efforts de défense ou potentiellement. Ça, c'est bon boursièrement pour le secteur de la défense qui a déjà anticipé beaucoup de choses. Visiblement, les valos sur du Rheinmetall ou autre, ça peut faire peur, quoi. Si vous regagnez les paniers ukrainiens, voilà, c'est déjà assez bien anticipé. Donc voilà, et si on se place encore dans le mode de gestion qu'on connaît maintenant depuis quelques mois, à partir du moment où c'est bien annoncé, c'est le moment où il faut maintenant vendre. Il faut être un peu plus contrariant. D'accord. Voilà. Après, il n'en reste pas moins qu'il y a un certain nombre de secteurs sur lesquels il y avait des défis structurels. Le secteur de la chimie en Allemagne, avec les prix du gaz et les prix de l'énergie, on pourrait retrouver un peu moins de spread. Et une plus forte, capacité de diversification de nos approvisionnements, ce qui serait relativement positif. Alors, c'est pas pour tout de suite. C'est-à-dire, on reviendrait acheter du pétrole russe, du gaz russe, on n'a jamais arrêté d'en acheter, puisque ça resté autorisé. Oui, mais on pourrait remettre en route les gazoducs. Voilà. Donc, voilà. Après, la réalité, c'est qu'ils ont été endommagés, donc ça prend du temps. Par contre, comme on est sur des marchés organisés sur le gaz, on a tout à fait la capacité que les intervenants de marché prennent de l'avance et ce sera anticipé par les marchés. Voilà. Donc, tout ça est quand même relativement positif, notamment pour l'industrie allemande qui a beaucoup souffert des coûts d'énergie. Et si vous écoutez les chimistes allemands, ils vous disent moi j'investis tout sauf en Allemagne pour l'instant. Voilà, donc on peut avoir une rhétorique qui est bien meilleure. Voilà. Et ça, je suis complètement d'accord avec Damien, ça peut alimenter. Une réduction de décote qui est, c'est vrai, extrême entre l'Europe et les États-Unis. Et en plus, si on a une capacité, de réaction de l'Union européenne face, aux défis que nous pose l'administration Trump, vous avez un double effet qui est potentiellement positif, plus la Chine. Donc on a une conjonction d'éléments qui peut vraiment faire prolonger le mouvement. Il y a des haies à franchir, mais c'est des haies potentiellement franchissables, quoi. En tout cas, nous, chez Sycomore, on a été le premier à reconnaître que, qui étant plutôt positif États-Unis, négatif Europe, tout le monde, on a eu tendance à changer, à rééquilibrer. Bien sûr. Dans une logique aussi, dans un monde multipolaire, vous avez tout intérêt en tant qu'investisseur à être investi sur tous les pôles. Puisque vous ne savez pas, a priori, quel est le pôle qui se sortira le mieux de cette situation. Donc, c'est aussi une logique de diversification. Oui, bien sûr. C'était pas la diversification, c'est pas ce qui a le plus payé l'an dernier, mais là, le Nasdaq est négatif et le reste du marché continue d'avancer. Comment on aborde l'investissement en actions européennes, là, justement, partant de cette base, partant de ces plus 10% de rattrapage, comment est-ce qu'on rentre sur ce marché si on a envie d'y rentrer encore aujourd'hui, Damien ? Rentrer encore aujourd'hui, c'est plus délicat. Maintenant, je pense qu'il faut aussi rappeler quelque chose, c'est que perçu de la France, la situation européenne paraît très mauvaise, mais il y a quand même beaucoup de pays qui vont extrêmement bien ou alors qui vont aller mieux. Donc, si on retire par exemple la France et l'Allemagne, les PMI sont à 53. Donc tout va pas si mal que ça en Europe. On a un marché de l'emploi qui finalement tient pas si mal, même en France. Même en Allemagne, et après on aura peut-être du mieux en Allemagne parce qu'on part de moins 0,2, et en France, là on sait que la France ça va être difficile cette année, mais sinon globalement la tendance n'est pas si mauvaise que ça en Europe. Et je pense que ça c'est important aussi d'un point de vue psychologique, aussi bien pour les consommateurs que pour les investisseurs. C'est-à-dire que on sait très bien que tout ça est très très psychologique, aussi bien la croissance des PIB que la hausse des marchés boursiers. Si jamais il y a un peu de stabilité, un peu de stabilisation, on peut très bien avoir des bonnes surprises sur le consommateur allemand, on peut avoir des bonnes surprises sur le consommateur français si par hasard le gouvernement Bayrou tient au-delà du mois de juin où potentiellement il peut y avoir une nouvelle dissolution. Et un peu de stabilité, un peu de retour à la consommation égale un peu de croissance en plus. Sachant qu'aujourd'hui, on compte quand même pas sur grand-chose. Et tout ça dans un contexte où, en plus, et ça on n'en parle pas beaucoup non plus, parce que vu de la France, quand on a 6% de déficit public, on a du mal à s'imaginer que c'est différent ailleurs. C'est pas très compliqué de regarder quand même. Mais il y a plein de pays européens qui sont autour de 3, voire à moins. Donc la situation budgétaire d'autres pays européens n'est pas si négative que ça non plus. Donc, on a quand même des bases qui ne sont pas si mauvaises que ça. Et Pierre-Alexis l'a dit tout à l'heure, les résultats des entreprises européennes sont plutôt corrects.
Donc tout ça, ça nous donne une image de relative de solidité. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller sur le marché européen. Après, une fois de plus, sur la durée, on est bien d'accord, la croissance structurelle des États-Unis est supérieure. Donc le pari européen, c'est un pari, j'allais dire, tactique, 3 mois, 6 mois, 9 mois, j'en sais rien, on verra. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout... Alors, nous, on avait parlé au mois de décembre, on est plutôt exposé Europe. Et ça nous pose aucun problème. Est-ce que face à ça, il faut craindre une vraie baisse du marché américain ? C'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui. Alors peut-être sur quelques valeurs du Nasdaq, c'est très spécifique, mais Nvidia fait plus rien. Le Nasdaq baisse un peu, mais il n'y a pas eu de moins 10, moins 15 encore sur les grands indices américains. Alors les marchés américains, en particulier technologiques, sont encore chers. Disons que le scénario, mais qui est difficile à anticiper, qui serait un scénario beaucoup plus négatif, c'est qu'on sait que l'économie américaine et les marchés américains ont été très soutenus par la consommation, qui elle-même était soutenue par les marchés financiers. Donc c'est une espèce de serpent qui se mord la queue. Ouais. Et si jamais les marchés américains se mettaient à baisser... Donc l'effet richesse, quoi. Ouais, exactement, l'effet richesse. Donc si on a un effet richesse qui commence à devenir négatif sur les bourses, plus potentiellement un effet richesse sur la partie immobilière qui est moins favorable, avec une confiance du consommateur qui commence à montrer les quelques signes de faiblesse, alors qui ne sont pas encore structurels, hein, mais chez les démocrates, on s'inquiète très vite dès que la confiance baisse chez les démocrates. Voilà, c'est ça. Bon, si la confiance du consommateur baisse et qu'en plus l'effet richesse devient un peu négatif, on peut se retrouver dans le cycle inverse avec une consommation qui se réduit et du coup des marchés financiers qui vont. Bon, on n'en est pas du tout là, mais ça tient quand même à pas grand-chose. Donc Nvidia, faut que ça assure demain soir, quoi. Ça doit être la valeur la plus détenue par les particuliers américains aujourd'hui, Nvidia. Ça serait mieux, mais on a bien vu qu'il y avait quand même un début de rotation sur les marchés américains depuis quelques semaines depuis quelques semaines. Ouais. Donc Nvidia, il n'y a pas de raison qu'il publie des catastrophes. Maintenant, effectivement, s'il publie un truc un peu décevant, ça corrigera, mais je suis pas sûr que... Je pense que la sensibilité est un petit peu moins élevée maintenant. Le marché est moins sensible à Nvidia. Ouais, c'est possible. C'est un peu le sentiment, mais je dis ça. Nvidia fait plus rien. Ça n'empêche pas le marché, enfin certains indices de continuer de monter. Sur la partie taux en Europe, comment vous regardez la situation, Thomas ? On décrivait tout à l'heure la détente des taux longs américains sur la séquence des dernières semaines, qu'on n'a pas observé dans la même ampleur, en tout cas en Europe. Il y a une résistance à la baisse des taux longs en Europe qui s'explique comment ? Par une avance aussi dans le cycle, la Banque Centrale Européenne. En fait, on parle des taux longs depuis tout à l'heure, mais il faut quand même regarder comment évoluent les taux courts aussi. Comme j'ai dit au départ, il y a eu une toute première partie de séquence où le 10 ans US a baissé, on va dire, un peu tout seul, mais depuis 15 jours, il baisse depuis une semaine, il baisse avec les taux courts. Donc c'est différent en zone euro. Les taux longs ne bougent plus, les taux courts continuent à baisser un peu. On a une quantification des courbes qui se refait par la baisse des taux courts et taux longs qui sont plus ou moins flats. Par exemple, sur le Bund, on a 40 points de base maintenant à 0,40% entre le 10 ans et le 2 ans. Ce qu'on était aux US avant le mouvement, on n'est plus qu'à 20 points de base. Donc ça continue, le mouvement de steepening, donc de quantification des courbes en Europe. Je pense que ça va s'accentuer parce que globalement, aujourd'hui, ce qui est pricé dans le marché... Par la baisse des taux courts. Voilà, par la baisse des taux courts. Ça suivra peut-être un peu avec les taux longs, mais ce sera surtout par la baisse des taux courts, pas par une remontée des taux. J'entends. À moins d'un gros problème d'endettement massif de l'Allemagne qui lâche les vannes. Ou voilà. Bon, j'y crois pas une seconde non plus sur quelque chose de massif. Mais sur ce qui est pricé pour le moment dans le marché, c'est un retour à 2% au mois de juin-juillet sur les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Ça semble assez probable, assez plausible. Bien que certains membres de la BCE et des banques centrales nationales ont indiqué quelques doutes, Isabelle Schnabel, Nagel aujourd'hui, en disant qu'on était presque proche du taux d'équilibre. Bon, c'est leur rôle aussi au sein de la BCE il y a une fourchette assez large d'estimation de ce fameux taux neutre qui peut satisfaire tout le monde du coup. Donc, donc retour à 2, celui-là il est anticipé, mais pour le moment ça n'anticipe pas beaucoup plus loin. Donc pour aller plus loin... soit il y a deux façons d'aller plus loin. C'est un shoot de l'inflation à la baisse. Ça, à court terme, il est assez peu probable malgré tout. Parce que on ne connaît pas effectivement l'impact des tarifs complets, mais ça reste quand même à moyen terme ou à court terme inflationniste où ça tient les prix. Après, effectivement, la guerre, vous en avez parlé, la guerre Russie-Ukraine sur les prix de l'énergie, ça pourrait faire aussi un peu rebaisser. Donc ça peut être un élément qui ferait rebaisser un petit peu l'inflation en zone euro. Mis à part l'inflation,
même si le mandat de la BCE c'est uniquement l'inflation, elle ne sera pas insensible à une réduction de la croissance ou un impact sur la croissance lié aux tarifs ou à la politique de Trump. On verra ça en avril quand le rapport va arriver aux États-Unis et que Trump va se réveiller sur l'Europe. Donc, en fonction des tarifs et de comment va réagir l'Europe, est-ce que l'Europe va réagir on négocie comme les autres, ou est-ce que va réagir en escalade et pour la BCE, c'est pas la même histoire. Ah bah non, c'est pas la même histoire du tout. Un risque d'escalade, ça aurait un impact croissance beaucoup plus important, et donc potentiellement des taux qui iraient plus bas. Donc, pour le moment, le marché s'arrête à 2. Je pense honnêtement que c'est le minimum et qu'on peut aller plus loin, même cette année. Donc, baisse des taux courts encore, des taux longs qui ont déjà quand même baissé, qui peuvent continuer un petit peu, mais ce sera plus une repointification des courbes en zone euro. Sur le crédit, la dette d'entreprise, est-ce que ça reste là aussi un univers avec lequel on est confortable? Il y a eu 2 années extraordinaires, 23-24 sur le crédit, au point que les spreads sont maintenant, les primes de risque qu'offrent ces marchés sont complètement réduites à zéro globalement. Est-ce que c'est un problème ou pas pour la suite? Pas réduite à zéro, mais historiquement quasiment au plus bas. Après, sur du high yield américain, on est au plus bas. C'est ça, au plus bas. C'est ça. On est, oui, pas zéro, pardon. Au plus bas historique, heureusement. Alors, il y a plusieurs choses sur le crédit. Effectivement, il y a cet aspect spread que tout le monde regarde, c'est une chose, mais ce qu'il faut regarder aussi, à mon sens, c'est... Donc, il y a encore deux aspects autres que les spreads. Il y a l'aspect flux. Les flux restent extrêmement porteurs sur les actifs crédits. On l'a vu sur le début d'année, sur le mois de janvier. Il y a eu énormément de primaires, que ce soit sur l'investment grade ou le high yield, qui a été largement souscrit sans aucun écartement de spread. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, les taux de défaut ou les anticipations de taux de défaut restent assez basses, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Les métriques sont plutôt bons sur le crédit en général. Les mauvais élèves, on les connaît. Vous en avez parlé d'un tout à l'heure sur la partie crédit. Mais cela c'est déjà dans les cours. Oui. Et après, des choses qu'on regarde un petit peu moins, on parle souvent des spreads, mais en termes de valorisation, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les spreads, on regarde toujours les spreads des indices. D'un indice, il y a une investment grade, d'un indice high yield. Depuis 2 ans, et la hausse des taux, les durations des indices ont fortement baissé. Un indice investment grade global était à 7,5 de duration, aujourd'hui il est à 6, ça fait 20% de moins. Un indice high yield est à 4,5, il est à 3, ça fait aussi à peu près 20% de moins. Donc les durations des indices ont baissé, donc quand vous ramenez le spread à la duration, on est un peu moins bas que l'historique. Je ne dis pas que c'est bon marché, un petit peu moins bas que l'historique. Et le dernier point, et à mon avis le plus important pour ce facteur flux, c'est le rendement absolu. On en parle tout le temps, mais je trouve un des quelques chiffres qui sont extrêmement intéressants là-dessus, c'est de se dire, durant toute cette période de taux négatifs en zone euro et bas globalement au niveau mondial, sur des investment grade, sur un indice triple B par exemple, durant toute cette période, entre 60 et 80% du rendement total est dû au spread et 40 à 20% au taux. Aujourd'hui, sur de l'investment grade, c'est 20% qui est dû au spread, 80% qui est dû au taux. Donc ça a désensibilisé un peu la partie spread. Et sur le high yield, c'est encore plus frappant parce que le high yield, c'est vrai qu'on se dit il faut vraiment du spread. Donc c'était entre 80 et 90% de spread à l'époque. Aujourd'hui, c'est 40% de spread, 60% de taux. D'accord. Donc la logique de portage s'impose partout là. La logique de portage, tant qu'on est dans une vue de baissière ou au moins stagnante sur les taux, pas de vue haussière sur les taux, ça fait toujours du sens. La logique de portage obligataire là garde tout son sens encore aujourd'hui. Pierre-Alexis, oui, je pense que il faut raisonner en taux absolu. Vous avez quand même ça vous je sais pas, le spread, la prime de risque, c'est quand même ce qui permet d'être confortable s'il y a un souci, un ralentissement, quelque chose de pas. Si vous mettez des scénarios extrêmes de type stagflation, un peu hors du scope. Non, mais petit ralentissement conjoncturel américain. Mais après, là, vous allez raisonner en relatif, c'est-à-dire que vous avez un petit peu d'inflation, donc il faut être investi, et les actifs risqués qui protègent entre guillemets un peu plus de l'inflation sont intéressants. Donc déjà, le fait d'être dans un monde plus inflationniste fait que vous avez tendance à aller beaucoup plus vers ce type d'actifs-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut regarder du coup la prime de risque entre actions américaines et taux américains. Et là, c'est largement à l'avantage des taux américains. Sur le crédit sur le crédit, le rétrécissement de taux, pour nous, c'est ce que ça génère surtout, c'est un arbitrage entre le high yield qu'on a privilégié historiquement et l'investment grade. Parce que c'est vrai que le rendement risque est quand même maintenant moins favorable sur le high yield avec des spreads très bas. Alors que sur l'investment grade,
on a un risque lié à l'économique qui est moins élevé. Et on a sur la signature, quoi. Oui, voilà. C'est ça. Et on a un portage qui est toujours très, très correct et supérieur à l'inflation. Donc investment grade, les yeux fermés. Merci messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Damien Charlet, Mandarine Gestion, Thomas Vett, Spirit Asset Management et Pierre-Alexis Dumont, Sycomore Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et ce quart d'heure thématique nous permet de parler ce soir des actifs privés à travers la stratégie de Syparex, un des grands fonds français indépendants, spécialistes de l'investissement en actifs privés, comme on dit. Et Bertrand Rambaud, le président du groupe Syparex, est à mes côtés en plateau pour ce dernier quart d'heure. Bertrand Rambaud, bonsoir. Bonsoir. Je précise que vous êtes également président de France Invest, qui est l'association qui regroupe les acteurs du private equity en France. Vous avez le droit aux deux casquettes dans l'interview, Bertrand Rambaud. Peut-être que même il n'y en a qu'une seule qui se confond entre celle de la présidence de Syparex et la présidence de France Invest. Commençons avec Syparex, Bertrand Rambaud. Qu'est-ce qui caractérise d'ailleurs le positionnement de Syparex dans l'industrie du private equity et du capital investissement en général? Chacun a ses caractéristiques. Quelles sont les vôtres? Oui, c'est une bonne question. Écoutez, c'est un positionnement de plateforme multimétier. C'est un positionnement territorial en France et à l'étranger. Et puis, c'est une culture industrielle historique, de plus de 45 ans dans l'accompagnement de nos actifs. Voilà, en trois grandes caractéristiques, comme je définirais notre groupe. Avec un positionnement international qui, alors, c'est une des histoires pour Syparex de 2024, qui s'est encore accrue, c'est ça, Bertrand Rambaud. Qu'est-ce que vous apporte ce positionnement international, cette empreinte, alors très européenne, bien sûr, mais qu'est-ce que ça vous apporte dans votre business et dans vos métiers? Alors, donc effectivement, en 24 est une année où on a investi plus fortement dans nos présences à l'étranger. Donc c'est vrai en Italie, on a 5 personnes aujourd'hui, c'est un private equity, c'est important, 5 personnes. C'est vrai en Allemagne, 4 personnes, c'est vrai en Belgique, à Bruxelles. Et puis c'est également vrai, pas qu'en Europe, également aussi au Canada, puisqu'on a une présence depuis une dizaine d'années à Montréal. Bon, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça apporte deux choses. D'une part, bien pour nos entreprises, des relais sur place. Nos entreprises françaises, des relais sur place pour faire des acquisitions, pour mieux connaître, mieux appréhender les marchés locaux. Et on a plein de très belles histoires d'accompagnement, de développement d'acquisition au sein de ces pays. Et puis, ça permet aussi d'adresser un écosystème d'entreprises locales. Vous parlez du nord de l'Italie, avec ces PME qui sont absolument superbes, très internationales. Donc, ça nous permet de faire des investissements dans d'autres pays, dans d'autres économies. Juste pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, on a 30 de nos participations qui sont en Europe et au Canada. Voilà, et tout ça en dehors de France, quoi. C'est ça. En dehors de France. Ouais. Il y a 3 facteurs clés dans vos métiers, Bertrand Rambaud. Il y a le sourcing, détecter les dossiers pour la politique d'investissement que l'on conduit. Il y a la question des levées de fonds, bien sûr, l'argent à aller chercher auprès des partenaires investisseurs, et la question des cessions, puisque c'est le principe du capital investissement. Le capital doit tourner régulièrement, en tout cas après une certaine année de détention. Si on prend les sujets dans l'ordre, je voyais que c'est dans le bilan que vous faites de votre année 2024, c'est un point important, la politique de cession, qui a été assez active, assez dynamique. Je crois que c'est une de vos meilleures années en termes de cession, si je ne dis pas de bêtises, Bertrand Rambaud, ce qui paraît être assez à contre-tendance de ce qu'on a entendu, en tout cas, du marché du private equity l'an dernier. Oui, alors on verra les chiffres que la profession sort dans quelques jours sur l'activité de 24. Mais c'est vrai qu'on a eu une belle année de session au sein de Syparex, et j'en suis fier. Je crois que c'est notre deuxième année historique, et j'en suis surtout heureux, parce que ce métier, tel que vous l'avez très bien résumé, c'est une logique d'investir, de suivre nos entreprises, de les céder pour rendre de l'argent à nos investisseurs et pour qu'ils soient en mesure eux-mêmes de réinvestir dans les fonds. Donc c'est une chaîne qui doit fonctionner et pas se gripper, et qui a pu sur le marché en 24 et aussi en 23 un petit peu se gripper au niveau des sessions. Donc je suis heureux de ces sessions, qui ont touché dont toutes nos activités ont profité, et avec un redémarrage par rapport à 23, notamment dans l'innovation, c'est important, et puis également dans notre activité
qu'on appelle ETI chez nous, donc qui fait les plus grosses opérations. Ouais. Et là, le marché était plus difficile en 23 et il a retrouvé une dynamique tout à fait positive. Donc des cessions auprès d'autres investisseurs, auprès de corporates, voilà, donc des cessions naturelles auprès d'autres opérateurs de la place qui prennent un relais après nous, après une longue période d'accompagnement. Donc oui, c'est une vraie satisfaction. Après, il y a deuxième grand enjeu de notre métier et de Syparex en tant que groupe indépendant, vous l'avez indiqué tout à l'heure, c'est effectivement la levée de fonds. Donc plus complexe dans l'environnement international, européen et français. Alors, heureusement pour nous, on avait un peu moins d'enjeux au titre de 2024. On verra que 2025, on a beaucoup d'enjeux. Les nouveaux millésimes arrivent là maintenant, c'est ça, Bertrand? Ils arrivent. Très bien. Mais voilà, on a fait un premier et beau closing dans notre activité mezzanine de 150 millions d'euros, voilà, par rapport à un objectif de l'ordre de 300. Et le fonds précédent faisait 200. Et puis, on a aussi terminé la levée de notre fonds mid-cap, donc les grosses PME, où là, on est passé, vous voyez, dans le contexte actuel pas simple, d'un fonds qui faisait 170 millions d'euros et on a terminé notre levée de fonds à 310 millions d'euros. D'accord. Donc c'est une vraie satisfaction d'être bien au-delà de la taille précédente et de l'objectif que nous étions fixés. Et tout ça parce que le positionnement est intéressant, que les performances sont bonnes. Ouais. Et puis il faut investir, évidemment. Oui, voilà. Il y a la politique d'investissement derrière tout ça. Donc nous, on a 6 lignes de métier, je l'ai dit, on est dans un métier d'offre, de l'innovation, la transition énergétique, la transmission des PME, des ETI et les financements en mezzanine. Alors, bien sûr, chaque fois, il faut se battre pour aller chercher des nouvelles opérations, pour convaincre les dirigeants. On doit se convaincre, ils doivent nous convaincre, et on doit les convaincre, pardon. Mais voilà, on est quand même dans un marché en France qui est extrêmement profond. Alors, bien sûr qu'il y a toujours de la compétition, c'est toujours une bataille très très forte jusqu'à la dernière minute, mais moi je suis fondamentalement confiant sur le besoin en financement privé, que ce soit en dette, que ce soit en equity, que ce soit en infrastructure. On a des perspectives qui sont considérables. Vous voyez à travers le bilan que vous faisiez de la politique d'investissement 2024, beaucoup d'accompagnement, d'opérations de build-up, de croissance externe. Est-ce que c'est parce que c'est une spécialité de Syparex et qu'on ne fait jamais mieux que ce qu'on sait bien faire, ou est-ce que c'est aussi le reflet d'un environnement d'opérations compliqué pour les entreprises que vous accompagnez ? Non, mais je crois que c'est un peu le reflet de deux choses. C'est vrai qu'on a, ces dernières années, on a mis beaucoup l'accent sur les acquisitions. Ouais. Et je trouve que dans notre métier, réaliser des transmissions, c'est fantastique parce que c'est l'un des métiers du capital investissement. Et accompagner nos sociétés à grandir, je trouve que c'est une dynamique très positif que le private equity apporte, alors par l'argent qu'il apporte, mais aussi par la dynamique qu'il crée, les opportunités qu'il va chercher et l'accompagnement des dirigeants, qui restent ceux qui, à la fin de la journée, vont faire la transaction, mais on est vraiment à leur côté. Et moi qui fais ce métier depuis plus de 30 ans, j'ai vu là une évolution absolument considérable et passionnante, parce qu'on a un vrai rôle, et c'est de la création de valeur. Voilà. Donc effectivement... et il faut être majoritaire aujourd'hui, ça veut dire... On est de plus en plus majoritaire, c'est vrai. Et ça, c'est une tendance c'est une tendance, en tout cas sur les opérations de transmission, c'est moins vrai dans l'innovation. Et pour vous dire, on a fait 50 croissances externes l'année dernière dans nos portefeuilles. Donc c'est beaucoup, alors parfois des petites, mais c'est extrêmement dynamisant. Donc ça, c'est un premier axe. C'est aussi une nécessité pour faire, et bien sûr, évoluer les modèles économiques. Et puis, on l'a fait très tourné sur l'international. Et on retrouve les propos liminaires que j'avais tout à l'heure, pas mal dans les pays que j'évoquais précédemment, pas mal au Canada. Et donc, c'est super d'être présent sur place. Et parce que je pense qu'on a tous, notre profession, notre économie, un enjeu d'ouvrir nos sociétés à l'international. Nos ETI, aujourd'hui, c'est pas loin de 40% de leur chiffre d'affaires qui est fait en dehors de France, tout en gardant un siège ici, évidemment, on y est attaché, c'est le lieu de nos investissements. Mais ça, je crois que c'est un défi majeur, et on a une génération de dirigeants très ouverts à ça, et donc il faut que ce qu'on a envie de faire dans nos entreprises, on se l'impose à nous-mêmes, et que nous aussi, on aille vers ces évolutions. Ouais. Je reviens sur la stratégie de cession et les politiques de cession que vous avez menées l'an dernier. C'est plus de 400 millions d'euros que vous avez, c'est ça au total. Je crois que c'est le chiffre qui est dans votre communiqué, Bertrand Raubaux. Non, mais déjà, la part entre... Vous disiez, oui, on a pu revendre à des investisseurs,
à des corporates, c'est plus à des investisseurs ou plus à des corporates qu'on revend aujourd'hui? Et puis j'ai une question évidemment sur l'option bourse comme option de sortie, mais sur la répartition entre investisseurs et corporates, comment les choses évoluent? Oui, alors nous, c'est plus des investisseurs qui sont des investisseurs qui vont apporter des choses différentes de nous, qui seront plus gros dans d'autres régions du monde, voilà, donc des complémentaires. C'est toute la force de cette industrie qui est très forte en France, en Europe et en dehors de l'Europe. Bien sûr, des corporates. Alors, je sens revenir les corporates en 2025. D'accord. Ça, c'est intéressant, je trouve, parce que les transactions prennent un peu plus de temps, donc ils sont contents Ils préfèrent regarder des deals avec un peu moins de pression que quand la liquidité était là, très fortement. Elle est moins là aujourd'hui. Donc le temps est sans doute un peu plus long et donc plus favorable pour le retour des corporates. Corporates aussi internationaux, corporates américains. Ils ont beaucoup d'atouts, entre la puissance, entre le dollar fort, et puis les performances qu'ils ont chez eux, et des actifs moins chers en Europe qu'aux États-Unis. Et de qualité. Et de d'immense qualité. J'aurais dû commencer par là. Mais à qualité égale, on trouve des prix en Europe bien plus intéressants. J'aurais dû commencer par là. Voilà. Alors la bourse... Moi, la bourse, toute source de financement d'une entreprise est intéressante. Et on a besoin de tout dans une économie. Sauf que là, il n'y a plus d'IPO, Voilà, exactement. Et là, simplement, je pense qu'aujourd'hui, la bourse... Donc non, nous n'avons pas eu de sortie boursière l'année dernière. Nous avons eu une sortie de bourse, sortie de bourse. Nous avions une société cotée Believe, qui a été une très belle session d'Xange l'année dernière, qui a été très significative pour nous. Aujourd'hui, on n'a pas, par rapport aux entreprises que nous adressons, l'offre, le marché adéquat par rapport aux différentes typologies d'entreprises que nous accompagnons. Ça reviendra. C'est un problème du marché. Le problème est du côté du marché boursier. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un problème en tout cas pour les capitalisations auxquelles on s'adresse, il y a un problème de marché, il y a un problème de liquidité. Et donc, on a du mal à tenir les cours, on a du mal à faire progresser les valorisations, alors qu'une société, de nos côtés, est moins confrontée, évidemment, à ce type de difficultés. Donc, la bourse, aujourd'hui, est extrêmement adaptée à des entreprises d'une certaine taille, importante, évidemment, plus difficilement à celles auxquelles on s'adresse par rapport à notre liquidité. Ça peut revenir, et souhaitons-le tous, parce qu'on a besoin d'un écosystème extrêmement riche. La bourse répond à d'autres objectifs, mais en tout cas, ce n'est pas la voie privilégiée à ce stade de cession de nos actifs. Bon, les spécialistes m'ont fait remarquer que sur le marché parisien l'an dernier, effectivement, il y a eu très peu d'introductions, mais les quelques introductions qu'il y a eu sont des IPO qui ont bien fonctionné. Lighton, Planisware ont été des grands succès boursiers pour ceux qui ont pu participer à ces... C'est super. C'est déjà un point important. Exactement. Et espérons qu'il y en ait plein d'autres. C'est déjà un point important. L'autre question que je voulais vous poser, Bertrand Rambaud, alors là, pareil, si Parex, France Invest, vous choisissez la casquette que vous voulez, c'est tout le débat autour de la politique RSE des entreprises, ou plutôt du fardeau réglementaire, ce qu'on présente comme étant un fardeau réglementaire qui est en passe d'être allégé sur le plan européen avec un projet de directive omnibus là, qui doit être d'ailleurs dévoilé dans les prochains jours. Quelle est votre position par rapport à cette question-là? Vous avez défendu dans une tribune l'an dernier avec d'autres confrères et consoeurs la politique RSE des entreprises que vous accompagnez, c'est un levier stratégique. Comment on fait pour garder un levier stratégique sans que ce levier, à force de couches réglementaires, ne devienne un boulet? Non, mais vous touchez à un point qui est très sensible et très important. Donc, d'abord, je voudrais dire que j'ai quand même le sentiment qu'il se passe des choses en Europe. Alors, ça sera lent, ça sera long, mais j'ai quand même le sentiment qu'on arrive à un moment où on va possiblement retourner à des dispositions réglementaires, on l'espère, moins lourdes, moins fardeau, pour reprendre votre expression, et plus favorable, plus respirante pour les entreprises. Et c'est absolument essentiel, primordial, par rapport à toutes les compétitions qu'on vit, dans lesquelles nos entreprises sont au quotidien. La CSRD, Omnibus qui va arriver, on attend tout ça avec impatience. Je veux dire, nous, notre position, et moi c'est une position France Invest, il paraît que c'est la même, nous pensons plusieurs choses. C'est trop lourd, il y a trop de critères, c'est beaucoup de contraintes pour les entreprises en interne. Qui va faire ça? Et ça coûte très cher par rapport au conseil. C'est pas pour ça qu'il faut prendre ça et le mettre à la poubelle. C'est pas notre approche. Nous, notre recommandation, et qu'on a d'ailleurs aussi tenue dans les instances à Bruxelles, puisqu'on a été écoutés, auditionnés, c'est
se donner, on verra ce qui va sortir, se donner 2025 pour mettre une parenthèse pour les sociétés non cotées, prendre le temps de réfléchir à ce qui est important et indispensable. Et des choses le sont. Je vais vous donner 3 choses très concrètes. Les enjeux de décarbonation, les enjeux de partage de la valeur, les enjeux aussi de gouvernance sur lesquels il est très important que chaque société non cotée progresse et avance avec des vraies feuilles de route en faisant un vrai levier stratégique. Mais pas la peine d'aller se perdre dans des multicritères dans tous les sens que personne ne lit et qui ne gèrent que des coûts et de la lourdeur. Par contre, il ne faut pas l'abandonner totalement parce que nos grands clients sont aussi des grands groupes qui eux-mêmes l'ont appliqué, qui eux-mêmes ont des exigences par rapport à leur environnement, de fournisseurs, de clients, etc. Donc il faut rester dans cette disposition, mais évidemment en revoyant, c'est même pas une question d'ambition, parce qu'il faut rester ambitieux sur cette dimension, mais en revoyant tous ces critères qui ne sont pas adaptés. Après, on a besoin en Europe de parler d'industrie, de parler de productivité, de parler d'industrie de la transition énergétique. Ce sont des sujets absolument fondamentaux. Et là, il ne faut pas louper le virage. Parce que le virage, il est historique. Et je pourrais aussi, bien sûr, vous parler de l'IA ou de la cyber. Mais on vit des moments historiques. Je crois que c'est ça qui est important. Historique. Oui. Moment existentiel, nous dit Mario Draghi. Mais il a raison. Et je pense qu'on a tous cette référence. Enfin, ce qu'il a dit, je pense que c'est une bonne référence, un résumé très long, très intense pour ceux qui l'ont lu, mais voilà, mais on est face à ça. Donc la CSRD, oui, c'est important, mais c'est un élément du puzzle. Et il ne faut pas qu'on loupe cette page économique historique, parce que là, il se joue de très grandes choses au niveau mondial. Et le private equity a son rôle pour accompagner, financer, accélérer toutes ces évolutions. Merci beaucoup Bertrand Rambaud. Merci d'avoir été avec nous, d'évoquer alors la stratégie de Syparex et les enjeux plus larges du capital investissement. Bertrand Rambaud, président de Syparex et président de France Invest, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.